Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous annoncer que le prochain numéro du magazine Omerta est d'ores et déjà disponible en prévente sur notre site www.omertamedia.fr. Ce numéro, nous l'avons intitulé Anti-Woke, 120 pages d'enquête, de reportage, d'analyse sur ces fléaux qui menacent nos sociétés. Et pour incarner en couverture de notre magazine ce combat contre le wokisme, eh bien, nous avons fait appel à trois guerrières, à trois résistantes au wokisme que sont Christine Kelly, Sonia Mabrouk et Béatrice Rosette. Dans ce numéro exceptionnel, retrouvez aussi notre reportage exclusif au cœur des forces russes dans la contre-offensive contre l'armée ukrainienne dans la région de Koursk et le récit d'Éric Bonnier, dernier Français à avoir pu interviewer Hassan Nasrallah, le défunt chef du Hezbollah. Je vous invite à précommander dès maintenant ce magazine, car précommander ce magazine, eh bien, c'est nous soutenir, c'est soutenir notre travail de Merta, nos reportages de terrain, nos enquêtes sur des thématiques ou sur des lieux que les autres médias ne peuvent ou ne veulent traiter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Comme vous le savez, Omerta, ce sont des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.omertamedia.fr. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Omerta pour accéder à l'ensemble de nos contenus. Comme vous le savez, je vous retrouve une nouvelle fois pour un grand entretien et aujourd'hui j'accueille le président du Forum pour la paix, Ofer Bronstein. Monsieur Bronstein, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, Merwan, ça va. Le monde va mal, mais moi, ça va. Oui, toujours fervent défenseur de la paix. D'ailleurs, vous avez remis dernièrement un rapport à Emmanuel Macron sur le Moyen-Orient, sur la situation au Moyen-Orient et des issues potentielles. Quel est le contenu de ce rapport et quelle a été la réaction du président de la République ? Tout d'abord, comme vous le savez, je suis chargé de mission déjà depuis 4 ans. Donc, des rapports réguliers, il en recevait. La relation entre nous, elle est presque, parfois, elle est quotidienne. Plus que dans 4 ans, il y a eu pas mal de bouleversements dans la région qui nécessitaient une réflexion et des actions. C'est le deuxième rapport important que je lui remets. Le premier lui a été remis fin 2022, début 2023, avant la guerre. Et le second lui a été remis là récemment, il y a à peu près quelques jours. Ce qui est pertinent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le premier et le second, alors qu'en fait, le Moyen-Orient a complètement changé, a été révolutionné par le 7 octobre. Et ça m'attriste un peu dans la mesure où je regrette que une partie des gens qui entourent le président Macron n'ait pas pris assez au sérieux les recommandations et les propositions que je lui ai faites avec le premier rapport. Parce que le premier rapport, avant le 7 octobre, bien entendu, il commençait d'ailleurs par Gaza d'abord. Donc déjà, je savais que Gaza, et je le sais depuis longtemps, que Gaza était le noyau dur, l'endroit où, à un moment donné, ça allait exploser. Depuis que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en 2007, il y a toujours, d'une façon régulière, eu des explosions entre Israël et le Hamas. C'était plus ou moins tranquille. Israël a fait un deal avec, à la demande des Américains, un deal avec le Qatar pour qu'ils puissent faire entrer de l'argent au Hamas. On permettait au Hamas de vivre surtout de contrebande. En espérant que ça calmerait le Hamas, mais il y avait toujours des confrontations plus ou moins sévères. Des sursauts, oui, bien sûr. Et donc c'était prévisible. Peut-être pas le 7 octobre comme on l'a vécu, qui a été une explosion terrible, exceptionnelle. Une opération, entre guillemets, réussie par le Hamas au niveau militaire, les conséquences sont terrifiantes et elles le seront pour très longtemps. On le voit aujourd'hui avec cette catastrophe apocalyptique que l'on vit, que vivent les Gazaouis. Et, bien entendu, la cicatrice très très profonde dans la société israélienne qui s'est sentie menacée dans son existence même. C'est la première fois qu'une opération de cette envergure a lieu à l'intérieur d'Israël, qui vise des civils surtout,
et quelle que soit leur appartenance. C'est-à-dire on voulait tuer du juif quel qu'il soit. Mais vous parlez du succès de cette opération du Hamas. Que répondez-vous aux enquêtes qui montrent que, par exemple, vous aviez les services de renseignement égyptiens qui alertaient déjà un an à l'avance les services de renseignement et le gouvernement israélien d'une potentielle attaque, ou qu'en tout cas une attaque de ce genre allait se réaliser? Écoutez, il va falloir, les Israéliens le demandent et les Israéliens le méritent, et j'espère qu'ils l'auront. Le gouvernement prétexte le fait qu'il y ait la guerre pour ne pas l'avoir mis sur place. Il va y avoir besoin d'une commission d'enquête indépendante pour comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. La machine sécuritaire israélienne a complètement défailli. Il y a quelque chose qui a complètement déboulonné le 7 octobre. Au niveau de l'intelligence, au niveau de l'information, au niveau de la protection, et au niveau de la sécurité de ses frontières. Je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé, parce que c'est tellement aberrant, c'est tellement énorme que c'est difficile à mettre le doigt sur un problème. Je pense que c'est toute la machine qui s'est cassée la gueule. Mais ce qui est important, des gens avec qui je parle depuis le 7 octobre, qui sont des responsables militaires, qui sont des responsables des renseignements israéliens, des gens qui savent de quoi ils parlent, la réponse qui revient le plus souvent, c'est, et je la trouve pertinente et je pense qu'elle est bonne, on a été arrogant. Je pense que le système militaire sécuritaire israélien, bien qu'il savait, bien qu'il voyait que le Hamas s'entraînait, bien qu'il savait eux pensaient que c'était du show, que c'était montrer des muscles. Dans leur esprit, ces falards, ces gens du Hamas ne seront jamais capables de passer à l'action. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'arrogance qui a provoqué que le système de sécurité israélien a été complètement dérouté le 7 octobre. Il y a certainement d'autres éléments. Je n'ai pas les moyens de vous les communiquer. Encore une fois, j'espère que les Israéliens auront ce qu'ils méritent, c'est-à-dire la vérité, et qu'une commission d'enquête indépendante sera mise sur place le plus vite possible pour contrôler tout le monde et mettre le doigt sur ceux qui doivent assumer leurs responsabilités. Le chef d'état-major israélien a déjà dit que c'était de sa responsabilité. Je pense que dans très peu de temps, il va démissionner. Le chef de la sécurité israélienne du Shabbat a dit c'est ma responsabilité, mais on est en état de guerre. Dès qu'elle se termine, je remettrai les clés. Certains chefs généraux du sud d'Israël ont dit la même chose. Le patron de l'intelligence israélienne, de l'intelligence militaire israélienne, a déjà démissionné. Ce qui manque dans ce puzzle, c'est que les responsables sécuritaires israéliens disent assumer la responsabilité de cette défaillance catastrophique. Ceux qui ne l'assument pas à ce stade, c'est les décideurs politiques, et surtout le Premier ministre. Benjamin Netanyahu. Et ça, vous savez, dans certains pays, quand il y a un accident de voiture ou un accident de train où il y a 20 morts, le ministre du Transport démissionne. Parfois, c'est même le Premier ministre qui démissionne. Qu'est-ce qui explique que Netanyahou, est-ce que c'est la peur de ces affaires qui pourraient l'attendre derrière, au cas où il y aurait une enquête, et même les affaires qui l'attendent juridiquement, puisqu'il est déjà, il a déjà des différentes enquêtes, des poursuites qui l'attendent. Oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, pour la première fois, il va devoir être devant le box des accusés et donner sa version des faits sur les affaires qu'il traîne. Par rapport au 7 octobre, je crois que, selon lui, il faut attendre que la guerre se termine, parce que ce n'est pas le moment de laver le linge sale. Et 2, je crois qu'il n'a pas du tout envie d'assumer la responsabilité, parce qu'assumer sa responsabilité veut dire obligatoirement quitter son poste. Et je pense que M. Netanyahou est très attaché à son poste de Premier ministre et il ne veut pas le quitter si facilement et si rapidement que ça. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à étendre cette situation d'urgence, de danger permanent qui lui permettrait de garder le contrôle aussi sur, et de ne jamais quitter son poste? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là du côté israélien? Ne jamais quitter son poste, non. Israël est encore une démocratie. Elle est affaiblie, elle est bégayante, elle traverse une période très compliquée, mais ça l'est encore. Et il y a des élections régulières en Israël. Donc théoriquement, si ce gouvernement et cette coalition tient
tiens, ça sera jusqu'en 2026, la date des prochaines élections, et ça ne changera pas. Est-ce qu'avant cela, il y aura cette coalition va se détériorer? Je ne sais pas. Mais il est évident qu'en 26, il y aura des élections. Il est dans l'intérêt de Netanyahou, justement, de ne pas vouloir assumer la responsabilité pour pouvoir garder le pouvoir. Vous savez, après un an de guerre à Gaza, la question qui se pose, et ce n'est pas moi qui la pose, c'est aujourd'hui l'armée qui la pose, c'est à quoi sert cette guerre? Où on va? Détruire le Hamas, c'est impossible. Le Hamas, ce n'est pas une organisation faite uniquement de combattants et de terroristes. C'est aussi une idéologie. L'idéologie, ça ne se détruit pas par les armes. L'idéologie, ça se détruit par l'éducation, par le bien-être économique, par le progrès, par la démocratie, par des valeurs. Et donc, tuer, détruire encore plus à Gaza sera contre-productif. Aujourd'hui, les milliers d'orphelins qu'il y a à Gaza, il y a des milliers d'orphelins qui se baladent à 5 ans, 6 ans sans personne. Pas seulement père, mère, mais personne. Pour demander un peu de nourriture, pour demander quelque chose à boire et pour dormir où ils peuvent. L'hiver a commencé à Gaza. On est dans la boue. Gaza qui est presque à moitié détruite. Le nord est 90% détruit. Ces enfants-là, si on leur donnera pas de l'espoir, la possibilité de se cicatriser, de se guérir, de traverser ce traumatisme qui est terrible si possible, ça deviendra des terroristes. Ça deviendra des gens qui vont aller jusqu'au bout pour se venger de ce qu'ils ont vécu. Donc cette guerre, elle est contre-productive. L'objectif de cette guerre au départ était de libérer les otages. On voit que cette guerre n'arrive pas à ses fins, les otages ne sont pas libérés. Donc la continuer, c'est au contraire mettre en danger le peu d'otages qui sont encore en vie. J'espère qu'il y en a plus, mais mettre en danger ceux qui sont en vie. Donc la question, c'est pourquoi on poursuit cette guerre. Et il est évident qu'une des réponses qui saute aux yeux, c'est que Netanyahou est intéressé à la poursuivre pour justement ne pas avoir à rendre des comptes. Depuis notre dernier entretien, beaucoup de choses se sont passées, notamment l'intervention israélienne dans le sud Liban. Comment avez-vous analysé, quel est votre recul? Parce qu'il y a déjà eu ce genre d'intervention en 2006, qui n'a pas eu les effets escomptés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du côté israélien de basculer finalement dans le camp de manière, dans le camp de l'agresseur, de manière définitive dans le camp de l'agresseur? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent en disant Israël se défend, d'un côté, mais est-ce que là, lorsqu'on passe les frontières du Liban, on n'est pas définitivement dans l'agression? Oui et non. Non dans la mesure où il y a des organisations terroristes comme le Hamas ou que le Hezbollah donnent des excuses à Israël de devenir agresseur. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette guerre de cette amplitude-là. Je suis convaincu que non. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, je ne pense pas et qu'il y ait eu d'une façon régulière, depuis le 7 octobre, des lancements de missiles de la part du Hezbollah vers la population civile israélienne, et le fait que 120 000 Israéliens aient dû quitter leur maison par crainte d'être touchés par ces attaques du Hezbollah, il n'y aurait pas eu une contre-attaque israélienne. Donc ces organisations donnent des prétextes à Israël pour attaquer. Et pour moi, ce sont des ennemis du peuple palestinien dans la mesure où ils savent très bien que les réactions israéliennes seront d'une très 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 grande violence. Jusqu'à bombarder Beyrouth. Mais c'est pas nouveau. Israël a toujours dit, nous on tient comme responsable le gouvernement libanais, il ne sait pas maintenir l'ordre chez lui à la maison, il ne sait pas empêcher le Hezbollah à tirer sur nos populations civiles, donc on n'a pas le choix, on va attaquer le Liban. Vous savez, ce qui est paradoxal, ce qui est unique dans ce qu'on vit depuis un an, c'est qu'Israël est en train de faire la guerre à 2 organisations terroristes, pas à des États. Moi, je suis persuadé que s'il y avait eu un État palestinien qui était responsable de la gestion de Gaza, avec tous les problèmes qu'il fallait résoudre, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 3 ans, la première chose qu'il y avait dans le rapport que j'ai présenté au président, c'est de dire Gaza d'abord. Sachant que Gaza, il y avait
une demande importante de reconstruction, d'espoir, etc. Et deux, que c'est là que se trouvait le plus grand problème qui risquait d'éclater. Et j'avais déjà prévenu à l'époque, ça va éclater. Je regrette encore une fois, et je déplore que je n'ai pas été écouté, que même un débat, pas avec le président, mais avec une partie de ses conseillers n'a pas été établi pour voir les choses. On dit parfois il vaut mieux prévenir que guérir. Malheureusement, on n'a pas été capable, enfin, la communauté internationale, y compris la France, n'a pas été capable de prévenir. Et pourtant, les signaux étaient là, mon rapport était sur leur table. Et aujourd'hui, on n'est pas très capable de guérir. Le deuxième rapport propose des choses pour guérir, avec des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait le jour après la guerre? Parce que la situation, elle est catastrophique. Est-ce que je vais être écouté? Est-ce qu'une partie de mes recommandations vont être suivies? Je sais que le président lui-même est volontaire. Je sais que lui a vraiment, sincèrement, la volonté de faire la différence et de prendre les choses avec détermination. Je crains que son entourage, parfois, ne le laisse pas faire pour des raisons de, je sais pas, de jalousie, de manque de vision, de peur. Je ne comprends pas parfois comment le deep state, les technocrates fonctionnent. Vous dites qu'il y a un État profond français qui ralentit les démarches diplomatiques françaises Oui. dans la situation du Moyen-Orient? Oui, pas seulement au Moyen-Orient. Moi, je déplore la France, qui est quand même la 5e puissance mondiale. Je déplore l'affaiblissement de l'aura français dans le monde. Alors que la France a beaucoup de choses à proposer. C'est quand même membre du Conseil de sécurité. Elle a des leviers, on l'a vu avec le Liban. Sans une implication de la France pour arriver à un cessez-le-feu qui a été signé il y a quelques jours, il n'y aurait pas eu de cessez-le-feu. Donc, quand la France veut utiliser les leviers qu'elle a pour influencer, elle y arrive. La France a des leviers pour influencer les Israéliens et les Palestiniens à revenir à la raison. Je pense qu'elle ne les utilise pas. C'est peut-être des jalousies, des guerres intérieures entre les diplomates. Chaque diplomate pense qu'il connaît la vérité. Il y en a qui sont excellents et qui sont courageux, et d'autres qui sont frileux. Vous savez, un diplomate, il arrive à un poste, ce qui l'intéresse, c'est le poste prochain. C'est pas changer le monde. Donc, c'est des guerres internes, c'est des jalousies, c'est des camps, Et ça, c'est dommage parce que ça empêche l'appareil de fonctionner. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est les organisations internationales. Elles ne se sont pas adaptées à une réalité aujourd'hui. Vous savez, il y a tellement, encore une fois, ni prévenir ni guérir. L'ONU ne prévient pas et ne guérit plus. Il y a un grand débat autour de l'UNRWA. L'UNRWA est dépassé. Il ne faut plus de l'UNRWA. Il ne faut plus traiter les Palestiniens comme des mendiants. Il ne faut plus leur donner du poisson, il faut leur donner des cannes à pêche. Tout le job de l'UNRWA, les budgets de l'UNRWA, le personnel de l'UNRWA doit passer à l'autorité palestinienne. C'est les Palestiniens qui doivent gérer le problème des réfugiés. Ce n'est pas une organisation onusienne qui est très bizarre parce qu'elle est unique au monde. Donc il faut changer tout ce système d'organisations internationales qui sont lourds, qui vivent pour se nourrir elles-mêmes, pas toujours pour faire des choses sur le terrain, et qu'il faut absolument revoir. Encore une fois, moi je suis de ceux qui sont persuadés que la France peut et doit jouer un rôle. La première chose qu'elle doit faire, et je fais beaucoup de pression sur le président pour qu'il le fasse, c'est reconnaître un État palestinien. Et pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Israël fait la guerre à 2 organisations terroristes. S'il y avait un État palestinien, ça responsabiliserait. Il y aurait un interlocuteur. Le 7 octobre n'aurait pas eu lieu, j'en suis persuadé. C'est pareil du côté libanais. Il faut que l'État libanais redevienne un État libanais. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il n'y ait toujours pas d'État palestinien après plus de 70 ans de querelles, d'affrontements? Et pourquoi il n'y a pas cette reconnaissance d'un État, d'un interlocuteur il y a eu des démarches, signées avec Yasser Arafat. Mais plus que ça, Merwan, toute la communauté internationale, y compris les Américains, disent que la solution des 2 États est la seule qui est viable et c'est la seule qu'ils soutiennent. Depuis déjà, toujours. Ce qui est paradoxal, c'est par exemple tout le globe des pays de l'Est, de l'ex-Union soviétique, avait déjà reconnu l'État palestinien. Aujourd'hui, que l'Union soviétique s'est
et C'est effondré, ils ne feraient pas en arrière, mais ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire l'État palestinien en Tchécoslovaquie ou en Pologne existe déjà. La France, c'est aussi paradoxal. Dans les années 80, le Parlement français, l'Assemblée nationale de la France et le Sénat français a reconnu l'État palestinien. Le président Sarkozy a reconnu l'État palestinien comme État membre de l'UNESCO. Aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est la signature du président de la République. Alors lui, il dit sa position, et il a changé. Ces 3 dernières années, il m'a dit le temps venu. Le temps venu, on attend, on verra. Aujourd'hui, il ne le dit plus. Aujourd'hui, il dit c'est pas un tabou, on doit l'explorer. Ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait un veto américain au Conseil de sécurité et que cet État ne soit pas reconnu par l'ONU comme État membre. Pourquoi les Américains mettraient leur veto à ce qui semble être la solution la plus pertinente pour les deux parties, autant israéliens que palestiniens? Les Américains mettent leur veto parce que je pense que les pressions qu'Israël, et surtout de la droite israélienne, et de certaines organisations juives dans le monde, font pression sur le gouvernement américain pour mettre un veto. Moi, je pense qu'on avait, je crains qu'on ne l'utilise pas, mais qu'on avait une fenêtre d'opportunité là maintenant entre la victoire de Donald Trump et son entrée au pouvoir au mois de janvier. Il y avait un mois et demi entre novembre et décembre, une fenêtre d'opportunité où l'administration Biden aurait pu au moins, ce qu'avait fait Obama à l'époque, au moins s'abstenir, sinon ne pas émettre un veto, et la reconnaissance de l'État palestinien aurait été de facto reconnue. Mais même si ce n'est pas le cas, même si les Américains bégayent encore, la France, avec peut-être encore un pays européen, peuvent être la locomotive. L'idée tout le monde dit, oui, on est pour l'État palestinien, pour la solution des deux États. Mais ça doit se négocier entre les parties. Moi, je dis, renversons ça n'a pas marché. Il n'y a pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation directe entre Israël et Palestiniens prochainement. Les cicatrices sont trop grandes, même après la guerre. Donc il reste ce gouvernement d'Israël et cette autorité palestinienne, il n'y aura pas de négociation pour la paix. Donc il faut que la communauté internationale intervienne et encourage, pour ne pas dire fasse pression, sur les uns et les autres pour revenir à la raison. Moi je dis, reconnaissez l'État palestinien. Après, les Israéliens et les Palestiniens négocieront les détails. Les frontières, le statut de Jérusalem, le statut des réfugiés, la sécurité, etc. Il est évident que cet État sera démilitarisé. Ça, tout le monde l'accepte, y compris l'autorité palestinienne. Les Israéliens l'acceptent aussi? Les Israéliens demandent à ce qu'il soit démilitarisé. C'est les Palestiniens qui acceptent qu'il soit démilitarisé. Les Palestiniens ne veulent pas d'armée. À quoi ça va leur servir? Est-ce que les Israéliens ne risquent pas de se dire, ce qui est le discours ambiant, nous sommes dans une région à risque, entourée de nos adversaires, nos ennemis, nous devons être armés. C'est l'argumentation de Netanyahou. Non, mais Israël aura son armée. C'est le nouvel État palestinien qui sera démilitarisé. Maintenant, par rapport à la sécurité d'Israël, Israël a de bonnes raisons parfois de se poser des questions sur les intentions de certains de ses voisins, qui ne la reconnaissent pas, l'Iran qui appelle à sa destruction, des organisations terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah qui appellent à sa destruction. Donc les Israéliens ont des bonnes raisons d'être inquiets par rapport aux intentions belliqueuses de ces gens-là. Mais la meilleure chose qui peut garantir la sécurité de l'État d'Israël, la meilleure, c'est la paix. Parallèlement à la reconnaissance d'un État palestinien, il faut aujourd'hui que la France et la communauté internationale fassent pression sur des États musulmans et arabes pour reconnaître l'État d'Israël. Eux aussi, ils en ont besoin. On va investir un peu moins dans l'armement, on va investir moins à se faire du mal, on va investir plus dans le futur, l'éducation, le logement, les infrastructures. Tellement d'argent est gaspillé à se faire du mal. Mais il y a eu une tentative, celle de Donald Trump, avec les accords d'Abraham. Qu'est-ce qui a fait échouer justement ce processus de paix qui tendait à installer des relations de confiance entre les pays arabes et Israël? Ça n'a pas échoué. Pour l'instant, les accords d'Abraham, comme eux les avaient préconçus, lui et Kouchner, ont tenu le coup. Moi d'ailleurs, je suis assez étonné que les pays qui ont normalisé avec Israël, les Émirats arabes unis, le Maroc, le Soudan, Bahreïn, n'aient pas rompu leurs relations diplomatiques avec Israël à cause de la guerre à Gaza.
Donc ces accords-là, ils tiennent. Alors l'opinion publique au Maroc ou à Dubaï devient de plus en plus tendue, mais ça tient bon. Ce qu'il faut, c'est encourager ce genre de phénomène. L'Arabie Saoudite, en ce moment, le président s'y trouve, peut jouer un rôle capital. C'est aujourd'hui une des locomotives du monde arabe. Israël a déjà fait la paix avec pas mal de ses voisins, en particulier la Jordanie et l'Égypte. Alors c'est une paix froide, c'est pas... Il n'y a pas des milliers de touristes au Caire, et il n'y a pas des milliers de carottes à Tel Aviv. Mais c'est une paix. On règle le problème par le dialogue et pas par les armes. Ce qu'il faut, c'est que ce soit d'autres pays arabes et musulmans qui le fassent, comme ça a été le cas après les accords d'Oslo en 1993, où il y avait des relations avec la Tunisie, des relations diplomatiques avec la Mauritanie, un bureau d'intérêt au Qatar, un bureau d'intérêt à Riyad. Presque dans tous les pays arabes, il y avait déjà un début de réconciliation entre Israéliens. Donc si ça a été possible il y a 30 ans, c'est possible demain, et c'est la seule chose qui garantira la sécurité de l'État d'Israël. Donc c'est ça qu'il faut encourager. Ce qui est dangereux, et je vais vous dire honnêtement, moi je suis bouleversé par cette guerre qui a commencé il y a 1 an. Alors je comprends la douleur des Israéliens qui ont vu ce massacre, ce pogrom terrible du 7 octobre. Et je comprends la douleur et je comprends le fait qu'il y a encore 105 ou 101 otages qui préoccupent la société israélienne. Mais je suis en train de voir la destruction de ce qui se fait à Gaza, qui n'est pas justifiée. Oui, essayer de libérer les otages, d'accord. Oui, le droit de se défendre, d'accord. Oui, aller chercher les terroristes, d'accord. Mais pas 44 000 morts. Pas une destruction si systématique de la bande de Gaza. Et je vais vous avouer, Merwan, en tant que juif et en tant qu'Israélien, j'ai honte. J'ai honte. Et même si moi, je n'ai pas de responsabilité directe à ce terrible malheur que vivent les Palestiniens de Gaza, je voudrais qu'ils me pardonnent. Je voudrais qu'ils me pardonnent parce que ça va être une cicatrice indélébile dans l'histoire du peuple juif et dans les valeurs du judaïsme. Le judaïsme qui appelle à continuer à cette guerre, le judaïsme qui appelle à exterminer le maximum de Palestiniens, le judaïsme qui appelle à les jeter de l'endroit où ils vivent, n'est pas mon judaïsme. Je n'ai rien de commun avec ces gens-là. Le drame, c'est que les gens qui ont appelé à l'assassinat de Rabin sont aujourd'hui au pouvoir en Israël. Et ça m'empêche de dormir depuis 1 an. Je voulais vous faire commenter également la décision de la CPI sur le mandat d'arrêt international pour Netanyahou. Est-ce que vous avez trouvé cette décision légitime et pertinente ? Bon, moi j'ai des crédits à émettre face à la CPI en général. Je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Je ne parle pas de Netanyahou maintenant, mais la CPI, jusqu'à maintenant, elle a vu attraper des faibles. Je n'ai pas vu la CPI condamner George Bush, le fils, pour ce que les Américains ont fait en Irak ou pour Guantanamo. Je n'ai pas vu les grandes puissances être menacées. Et ça, c'est la première chose. Tant que tous les pays du monde n'auraient pas signé, il y aura un problème parce que certains ne vont pas accepter, comme c'est le cas aujourd'hui, les décisions ou les volontés de la CPI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'histoire de Netanyahou, c'est bon, c'est une déclaration d'intention de la part de la CPI. À mon avis, aujourd'hui, elle est contre-productive. Certains pays déclarent l'appliquer. L'Espagne, par exemple, l'Allemagne a dit qu'elle ne le ferait pas. Oui, alors c'est déclaratif. La France a dit oui, mais non, mais il est difficile de l'appliquer pour un pays qui n'a pas signé. Mais la question, elle est autre, elle est politique. Est-ce que Netanyahou est responsable de crimes de guerre? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon urgence maintenant. Moi, voir Netanyahou arrêté par la CPI, ce qui ne se fera pas en atterrissant à Madrid, c'est pas mon urgence. Moi, mon urgence, c'est que la guerre s'arrête. Moi, mon urgence, c'est que le massacre à Gaza s'arrête. Moi, mon urgence, c'est que la société israélienne se reprenne en main et combatte les extrémistes fascisants qui sont en train de la gangréner de l'intérieur, qui sont un cancer dans la société israélienne. C'est ça ma priorité. Est-ce que Netanyahou sera condamné ou pas? C'est pas ma priorité. Après,
qu'on termine cette guerre, qu'on lèche nos plaies, qu'on se calme un peu. Moi, je pense que l'Israël est un pays démocratique, que le système juridique israélien, pour l'instant, fonctionne. Il faut qu'une commission d'enquête qui soit créée. Il faut que toute la vérité se sache. Par rapport quand on aura tous les éléments en main, la justice israélienne pourra aussi se prononcer. La CPI, encore une fois, moi j'ai des doutes sur l'équité et sur la façon dont la CPI fonctionne. Regardez l'absurdité. Le président Poutine a été aussi il y a un mandat d'arrêt contre le président Poutine. Ça n'a pas empêché d'aller dans des pays qui ont signé, personne ne l'a touché. Et mieux que ça, celui qui vient l'embrasser là-bas, c'est le secrétaire général de l'ONU. À Kazan, oui, pour le sommet des BRICS. Voilà. Alors quel est le message qu'on lance au monde? On peut être poursuivi par la CPI, mais en fait, le secrétaire général de l'ONU, tout va bien, et tous les pays qui ont signé la CPI vous reçoivent comme un roi. Ça n'a pas de sens. Vous avez parlé de potentiels crimes de guerre. Est-ce qu'il y a des crimes de guerre aujourd'hui à Gaza? Est-ce qu'on est, comme le disent certains, sur une tendance à un génocide là-bas? Est-ce qu'avec du recul, ce qui se passe à Gaza sera jugé d'une autre manière? Je n'ai pas de doute qu'il y a des choses qui se font à Gaza aujourd'hui qui sont inacceptables, qui ne sont pas j'allais dire, dans les règles de la guerre. Je ne sais pas s'il y a des règles dans la guerre. Demander à une armée d'être éthique ou dans une guerre d'être morale, c'est paradoxal, c'est pas possible. Est-ce que des crimes de guerre ont été commis? C'est possible. Il faut que ce soit enquêté, il faut que ce soit établi, et si on a qu'ils les ont commis, il faut qu'ils soient jugés et condamnés. Je n'ai pas les éléments pour le dire, mais il est évident que face à cette catastrophe qu'il y a à Gaza, à ces centaines de milliers de blessés, des dizaines de milliers de morts, la destruction massive de Gaza, il y a eu évidemment des abus. Génocide, je ne dirais pas. Génocide, mais il faut faire attention. Les gens qui emploient le terme de génocide se décrédibilisent. Parce qu'on mélange tout et ça renforce la droite israélienne. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la droite israélienne? Vous voyez, tous les antisémites là qui pensent que nous sommes des génocidaires, nous, des rescapés de la Shoah, nous sommes des génocidaires, c'est des antisémites, on ne peut pas les écouter, et donc on continue, on se radicalise encore plus, on se renferme sur nous-mêmes encore plus. C'est ce qui arrive à la société israélienne en ce moment. Elle se renferme complètement. Elle ne veut pas écouter ce qui se passe autour d'elle. Elle ne veut pas voir ce qui se passe à Gaza. Il n'y a aucune empathie envers les Palestiniens. Alors au lieu de l'encourager, au lieu de la calmer, de lui dire non, on n'est pas contre toi, calme-toi, mais essaie de voir comment on règle le problème, on est en train de l'acculer et de la traiter de génocidaire. Génocide, ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une volonté systématique, réfléchie, préparée pour éliminer un groupe de personnes? Je ne le pense pas. Certains pourraient vous répondre les ambitions messianiques de certains ministres israéliens qui envisagent de récupérer ces territoires qui sont palestiniens aujourd'hui. Et forcément, ça s'allie à une notion d'épuration ethnique, puisqu'il y a un remplacement. Vous avez tout à fait raison. Mais de dire que c'est les gens qui font partie de ce gouvernement-là, qui sont des fascistes messianiques, suicidaires pour Israël d'ailleurs, qu'eux ont des intentions génocidaires, oui. Si eux aujourd'hui avaient les pleins pouvoirs, ça ne m'étonnerait pas qu'ils iraient dans cette direction-là. Qu'aujourd'hui ils appellent à une épuration ethnique, oui. Qu'aujourd'hui ils fassent pression pour que cette épuration ethnique ait lieu, oui. Mais ils sont encore une minorité dans le gouvernement. Et j'espère qu'ils le resteront. Parce que sinon, c'est suicidaire pour l'État d'Israël. Est-ce que l'État d'Israël et le peuple juif qui véhicule des valeurs va pouvoir vivre avec cette tâche, avec cette cicatrice que ces gens-là, que ces fascistes-là sont en train de mettre sur le front et sur le dos du peuple juif? Ces gens-là encouragent l'antisémitisme. Ces gens-là sont mes ennemis. Il ne faut pas qu'ils restent au pouvoir.
C'était d'ailleurs les mots d'un ancien ministre de la Défense israélienne, M. Yalon, qui parlait ouvertement d'un gouvernement fasciste, raciste et avec des ambitions messianiques. Et vous rejoignez ce point de vue. Absolument. Et ce qui est intéressant, parce que quand moi je dis ces choses-là, on dit « Ah, Ofer, oui, c'est un militant pour la paix, il est naïf, il est angélique. » M. Yalon a été chef d'état-major. M. Yalon a été ministre de la Défense. M. Yalon était un homme de droite. Il ne vient pas de la gauche israélienne ni du centre israélien, il vient de la droite israélienne. Quand ça vient de sa bouche, et on lui demande 3 fois depuis qu'il l'a dit il y a 3 jours, si vraiment il ne revient pas sur ses propos et il les maintient, ça veut dire qu'il a de bonnes raisons de le penser. Il y a aujourd'hui une volonté politique de la part du gouvernement israélien, de la part d'une partie des parlementaires israéliens, à une épuration ethnique. Ils ont des positions qui sont fascisantes. Quand un ministre israélien, et pas des moindres, celui des finances, dit qu'il est moral d'assoiffer et d'affamer 2,5 millions de Palestiniens, c'est un fasciste. Quand un ministre israélien, et pas des moindres, celui de la sécurité intérieure, dit qu'il faut recoloniser Gaza, qu'il faut continuer à détruire Gaza et qu'il faut encourager les Gazaouis à quitter Gaza volontairement, oui, bien sûr, c'est fascisant. Pour l'instant, et j'espère que ça le restera, il ne représente qu'une partie du gouvernement. Mais c'est un cancer qui est en train de se développer dans le corps d'Israël. C'est un cancer qui se développe dans le corps du peuple juif. Et pour notre bien-être, pour nos valeurs, pour ce que nous sommes depuis 5000 ans, nous sommes obligés de les combattre à mort. À mort, je ne parle pas de les tuer, bien entendu, mais à mort leur idéologie, à mort leurs valeurs qui ne sont pas des valeurs juives, sinon ils mettent en danger le peuple juif. Comment avez-vous réagi à ce congrès qui a eu lieu, cette conférence qui a eu lieu avec Ben Gvir le mois dernier à Paris et qui a fait polémique et qui a donné lieu à des manifestations pro-palestiniennes qui alarmait l'opinion publique sur le fait de recevoir un ministre d'extrême droite en France et de le laisser diffuser son discours. Comment avez-vous réagi ? C'était pas Ben Gvir, c'était Smotrich. Smotrich, pardon. Oui. Le ministre des Finances. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas, cette conférence à la fin, mais supposons que oui. Moi, j'ai écrit un article là-dessus en disant qu'il n'était pas le bienvenu à Paris, que ce n'était pas l'ami des Juifs, et qu'on ne voulait pas, en expliquant exactement pourquoi. C'est une organisation d'extrême droite. Une émanation de ce qu'on appelle la Ligue de défense juive, qui sont des extrémistes fascistes, qui sont très très minoritaires dans la communauté juive, qui l'a invité à une conférence. Il n'a pas été reçu par les grandes organisations juives, il n'a pas été reçu par le CRIF, et bien entendu, il n'a pas été reçu ni invité par les autorités françaises. Donc il est ministre, et moi j'ai failli aller porter plainte contre lui pour essayer de l'empêcher de rentrer sur le sol français. Mais on m'a expliqué que ça n'allait pas aboutir parce que il est ministre et qu'il a l'immunité et qu'il a le droit de voyager où il veut, quand il veut. Moi, j'étais pour qu'il ne rentre pas sur le sol français. C'est une tâche. Maintenant, si à chaque fois qu'un Israélien va parler, là, c'est Smotrich, alors il y a des manifestations contre lui, pas seulement d'ailleurs de pro-palestiniens, il y a des organisations juives qui ont appelé à manifester contre lui, ont appelé à annuler sa venue. Mais si chaque fois un artiste israélien, un film israélien, une personnalité israélienne va venir se produire ou se parler ou s'expliquer en France, il va y avoir des manifestations, c'est contre-productif, c'est une erreur. Moi, je vois ce qui se passe à Sciences Po, je pense que c'est une erreur. Moi, j'aurais voulu voir les jeunes, et je suis ravi que les jeunes soient motivés, je suis ravi que les jeunes soient mobilisés, je suis ravi que les jeunes ont choisi la cause du plus faible, qui est le palestinien, pour exprimer leur volonté de voir la guerre s'arrêter, pour exprimer leur volonté de voir les droits des Palestiniens à la liberté, à la dignité, à l'autodétermination respectée. Mais la façon de le faire n'est pas la bonne. Il faut pas oublier que si on veut que ça se fasse, il faut que ça se fasse avec des Israéliens. Moi, je veux que des étudiants de Sciences Po soient à la fois pour ceux qui veulent la paix en Israël et pour ceux qui veulent la paix chez les Palestiniens. Et qu'ils soient un catalyseur pour les réunir. Faites venir des Israéliens, des universités israéliennes qui veulent la paix. Faites venir des Palestiniens, des universités palestiniennes qui veulent la paix. Réunissez-les à Sciences Po. Réfléchissez sur le long terme.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? C'est vous les leaders de demain. Et les leaders de demain ne peuvent plus être des belligérants. Ils doivent être dans la coopération, ils doivent être dans l'entendement, ils doivent avoir des valeurs conjointes. Or, c'est facile de prendre un drapeau et de faire une manif. C'est plus compliqué de réfléchir à des choses concrètes. Gaza a besoin de nous aujourd'hui. Il y a des milliers d'orphelins. On doit se mobiliser pour donner des réponses à ces orphelins. On doit se mobiliser pour reconstruire Gaza. Il y a un défi exceptionnel pour reconstruire Gaza. Il faut qu'on soit au rendez-vous. Sinon, on va laisser pourrir et ça va exploser encore 10 fois plus dans quelques mois, dans quelques années. Donc, tous ceux qui sont pro-palestiniens doivent être pour la paix. Ceux qui sont pour la paix sont aussi pour parler alors. La paix, on l'a fait avec l'ennemi d'hier. La paix, ça ne se fait pas avec des amis. La paix, ça se fait entre ennemis. Donc, il faut accepter le fait que les Israéliens et les Palestiniens ont été ennemis et le sont encore, mais que pour dépasser ça, il y a beaucoup d'Israéliens qui veulent la paix, il y a énormément de Palestiniens qui la veulent, c'est eux qu'il faut encourager, et ne plus encourager les minorités. Les gens du Hamas, c'est une minorité qui est un danger pour les Palestiniens. Les Ben Gvir, les Smotrich, les fascistes juifs sont une minorité qui met en danger les Juifs et les Israéliens. Mais entre les deux, il y a le peuple israélien et le peuple palestinien qui veulent du calme, qui veulent se parler, qui veulent se comprendre et qui veulent essayer de construire un meilleur futur pour leurs enfants. Dans cette voie pour la paix, il y a d'ailleurs 2 hommes, un Palestinien et un Israélien, qui se sont dressés pour composer un plan. Kidwa et Ehud Olmert, un plan donc de paix, de sortie de crise pour Israël et la Palestine. Avec du recul, est-ce que vous pensez que c'est encore possible de pouvoir installer ce genre de possibilités, en sachant qu'il est question d'autoriser des colons israéliens de rester sur le territoire cisjordanien? Aussi bien Ehud Olmert que Nasser El-Kidwa sont des amis de longue date. C'est moi qui les ai fait venir à Paris récemment pour les rencontres au plus haut niveau. Ce qui est bien dans ce qu'ils font tous les deux, c'est qu'un ex-premier ministre israélien et un ex-ministre des Affaires étrangères palestinien, prétendant qu'être candidat d'ailleurs à la présidence palestinienne, au moment où il y a la guerre, trouvent le temps de se rencontrer, de se parler et de se mettre d'accord sur une feuille de route. Quant à la feuille de route, elle n'a rien de nouveau. Ehud Olmert est allé très très loin quand il était Premier ministre, est allé très loin dans la négociation avec Mahmoud Abbas. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce qu'il a dû démissionner. Mais ce qu'il préconisait déjà à l'époque, c'est exactement ce qui est mis sur le papier aujourd'hui. C'est-à-dire que 80%, 90% des colonies se trouvent que sur 5 ou 6% du territoire. On les garde en Israël, on annexe ces 6% ou 5% à l'État israélien, et en échange, les Palestiniens reçoivent la même quantité de territoire ailleurs. Sur Jérusalem, la division de Jérusalem, alors qu'il était lui-même maire de Jérusalem, qu'il a voulu indivisible, aujourd'hui il est revenu sur ses positions et dit qu'il faut absolument que les 19 villages qui ont été annexés par Israël redeviennent des villages palestiniens. Donc il n'y a rien de nouveau dans leur feuille de route. Ce qui est important, c'est que 2 personnalités israéliennes, en même temps en temps de guerre, puissent se parler et se mettre d'accord sur un projet. Moi, leur feuille de route est la bonne. Quand les Israéliens et les Palestiniens qui ont le pouvoir vont négocier, ça sera une très bonne base pour le faire. Comme l'initiative de paix de la Ligue arabe, qui est toujours d'actualité, il faut que ça devienne une base pour des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Mais aujourd'hui, ma position à moi, c'est de dire tout d'abord, reconnaissons l'État palestinien. Redonnons de la dignité aux Palestiniens, permettons aux Palestiniens de parler aux Israéliens égal à égal. Et ça, je le demande au président Macron, et j'espère qu'il relèvera le défi et il sera le premier président français à reconnaître l'État palestinien. Je voulais vous reparler aussi de radicalisme et des radicaux israéliens et dans leur manière aussi d'utiliser l'information et aussi d'utiliser en quelque sorte l'antisémitisme. Parce que d'une certaine manière, et c'est Mélenchon qui le soulignait et d'autres invités le soulignaient, il y a une forme d'utilisation de l'antisémitisme
pour empêcher la contradiction. On a reçu des invités ou des humoristes et des activistes politiques comme Dieudonné ou Kémy Séba ou d'autres qui reprochent cette manière de faire et en quelque sorte qui pourrait être un risque pour la communauté juive elle-même. C'est-à-dire que l'utilisation à outrance de l'antisémitisme qui risquerait de créer des problèmes aux juifs eux-mêmes. Quel est votre point de vue là-dessus ? Moi, je crois que les deux doivent se faire de l'ordre chez eux. Le fait que certains juifs, à chaque fois qu'il y a des propos qui ne leur conviennent pas, appellent ça de l'antisémitisme, c'est pas bien, c'est exagéré, c'est contre-productif. Ceci dit, M. Mélenchon et une partie de son parti ont eu des propos, ont eu des actions qui sont, pour moi, une partie d'entre elles antisémites. Donc il ne faut pas dire, il faut pas la jouer la victime. M. Mélenchon n'est ni une victime, ni un naïf. Il sait très bien que quand il parle de campement à Tel Aviv, quand il s'agit de la présidente de l'Assemblée nationale, ça a une connotation. Quand on traite les soldats israéliens de nazis, ça a une connotation. Avoir une critique intelligente, l'essentiel de la critique, c'est qu'elle puisse être écoutée par l'autre et que les deux puissent avoir un dialogue serein. Moi, je regrette et je déplore que ceux que représente aujourd'hui LFI ou une partie de la gauche ou ceux qui sont disent pro-palestiniens n'établissent pas un dialogue avec des personnalités juives ou des organisations juives. Mettez-vous à table, enfermez-vous dans une chambre, mettez tout sur le tapis, essayez de faire de l'ordre. Si vos intentions sont bonnes. Si vos intentions sont bonnes. Je ne suis pas persuadé que les intentions sont bonnes. Mettre à l'ordre du jour la cause palestinienne pour un parti politique français au centre du débat français en période électorale, je trouve que c'est un peu exagéré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traiter. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes que les Français cherchent des réponses que la solution du problème palestinien. On a des problèmes de pouvoir d'achat, on a des problèmes d'environnement, on a des problèmes de chômage, on a pas mal de problèmes en France. Ça ne peut pas être qu'un parti qui a... on a l'impression que la seule chose que la LFI défend, c'est la création d'un État palestinien. Je pense que c'est un peu ridicule et restreint comme perspective politique pour un parti qui se respecte. Vous savez, j'ai proposé à Mme Brima Hassan plusieurs fois de débattre. Je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas là pour la bagarre, je suis là pour un débat serein. Vous pensez ça, moi je pense ça, essayons de débattre. En supposant, ce que j'espère, ce qu'elle, comme moi, nous voulons la paix. Si elle veut uniquement la guerre contre Israël, c'est vrai qu'elle ne me trouvera pas comme partenaire. Si moi j'étais un fou furieux qui veut la destruction de tous les Palestiniens, c'est normal qu'elle ne voie pas en moi un partenaire. Je ne suis pas un fou furieux, je reconnais le droit aux Palestiniens, je revendique le droit des Palestiniens, je me bats pour le droit des Palestiniens à la dignité, à la liberté, à l'indépendance, mais je sais que ça doit passer par la paix, parce qu'en fin de compte, Israéliens et Palestiniens vont devoir vivre ensemble. Je l'appelle, je la rappelle, j'en profite ici pour chez vous de transmettre le message. Venez, ayons un débat serein. Ce qui me gêne aussi, c'est parfois aussi le double langage, Merwan. Vous savez, le Hezbollah a attaqué Israël après le 7 octobre, soi-disant par solidarité avec Gaza et avec les Palestiniens. Peut-être louable. Mais quand on réfléchit un peu et qu'on vérifie un peu, le même Hezbollah, il y a 5 ans, était avec Bachar el-Assad pour tuer des dizaines de milliers de Palestiniens dans le camp de réfugiés de Yarmouk. Alors d'un côté, il assassine des Palestiniens en Syrie, et d'un autre côté, il te dit qu'il est solidaire avec le peuple palestinien. Ça ne s'arrange pas. Ce qui me gêne, c'est que personne ne sort contre le Hezbollah. Que contre Assad, on n'a pas vu de grosses manifestations à Paris, alors qu'il a tué 500 000 de son propre peuple. Donc parfois les Juifs se sentent, ils disent, deux poids, deux mesures. Quand il s'agit d'Israël, on est attaqué, il y a des manifestations partout, il y a des drapeaux palestiniens partout, il y a des choses qui se disent contre Israël. Et quand il s'agit de Assad ou du Hezbollah ou du Hamas, les voix ne sont pas aussi... ne sont pas au rendez-vous. Donc ça crée une gêne. À mon avis, il faut que les gens de bonne volonté, qu'ils soient membres du LFI, du Parti Socialiste, des écologistes, du Parti Communiste, ou de la droite ou de l'extrême droite israélienne même, autour du conflit israélo-palestinien, qu'il y ait
un débat serein. Qu'on arrive à... qu'on soit tous d'accord pour condamner tout acte antisémite, qu'on soit tous d'accord pour condamner tout acte islamophobe, qu'on soit tous d'accord que les Israéliens ont le droit de vivre en paix et en sécurité, qu'on soit tous d'accord pour que les Palestiniens puissent vivre dans la liberté, dans l'indépendance et dans la dignité. Si on est d'accord sur ces bases-là, on peut avancer. Et on peut faire en sorte que des jeunes juifs et des jeunes musulmans se rencontrent en France. Pourquoi ne pas prendre des jeunes de toutes les communautés, mais en particulier les musulmans et les Français et les juifs aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'on parle, pour qu'ils aient un projet commun autour de Gaza, qu'on construise des orphelinats, qu'on adopte des enfants, qu'on aille faire du volontariat à Gaza pour les aider à reconstruire Gaza, pour qu'on fasse des choses ensemble, au lieu de faire des choses qui nous séparent. Et c'est tellement simple. Est-ce que donc vous serez prêt à débattre avec Rima Hassan sur Omerta Je l'appelle au débat. Ok, très bien. Bah, écoutez, le message sera transmis. Ofer Bronstein, merci beaucoup pour ce nouvel entretien. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ces grands entretiens. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'ensemble de nos contenus sur le site www.omertamedia.fr. N'oubliez pas également de télécharger l'application pour avoir accès à tous nos contenus. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.